Salut, aujourd'hui je m'en vais répondre à deux questions qui m'ont été posées que je trouve très pertinentes et au final qui parlent du même sujet. La première c'est « Bonjour, vidéo intéressante, je me posais justement la question de pourquoi les Coréens ne faisaient pas d'enfants ?» et vous y avez répondu succinctement. En évoquant la vie d'enfer que représente la création d'une famille là-bas, j'aimerais en savoir plus. Peut-être avez-vous déjà traité le sujet dans une autre vidéo. Et un second commentaire, un viewer qui me dit « On parle souvent de suicide économique pour la Corée du Sud, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est pas un petit peu exagéré ?» Et je peux comprendre un petit peu cet état d'esprit-là où on pense que on est là juste pour faire des vues, des clics, forcément, on extrapole la chose le plus possible, on exagère à fond pour pouvoir faire de la grosse sensation et puis tu cliques et voilà. J'aimerais beaucoup que ça soit uniquement ça, mais c'est pas le cas. Avant que je vous explique pourquoi c'est pas le cas, je tiens d'abord à m'excuser parce que c'est vrai que j'ai tendance à dire dans plusieurs de mes vidéos comme quoi la Corée va mal, que c'est en train de vraiment de dégringoler, sans vraiment expliquer pourquoi. C'est-à-dire que par exemple sur la vidéo sur l'alcoolisme, sur la vidéo sur l'enfer au travail, voilà. J'explique en fait dans une vidéo vraiment dédiée sur le sujet sur lequel je suis en train de parler et je saupoudre un petit peu de à ce niveau-là, la Corée sera plus là demain, quoi. Donc il n'y a pas vraiment une vidéo qui explique concrètement tous les points qui font que la Corée risque de ne plus être là dans une centaine d'années. Donc je suis vraiment sincèrement désolé pour la team Oui Oui aussi qui voilà, a besoin de positivisme à outrance à longueur de journée pour se sentir bien. J'ai même reçu carrément des commentaires m'ordonnant de changer de sujet de vidéo parce que c'est pas bien, tu parles que de sujets négatifs, c'est pas que ça à la Corée. Vous me saoulez, vraiment je vous le dis les gars, vous me saoulez. Il y a plein de youtubeurs que je trouve absolument merdiques qui font du contenu YouTube, TikTok, que des trucs vraiment bateaux. On a entendu ça 100 milliards de fois. Allez les regarder, reconsommer leurs vidéos, vraiment, faites-vous des cures de rappel à quel point on vous ment, mais arrêtez de me saouler moi, changez mon contenu. Voilà, je ne changerai pas mon contenu. J'aime ce que je fais, j'aime faire des documentaires, j'aime alerter les gens. Voilà, je sais pourquoi je suis là sur YouTube. Il y a un truc très sympa sur YouTube. En fait, si t'aimes pas un contenu, tu le regardes pas. Voilà, t'es pas là à forcer à pousser le YouTubeur à changer pour tes beaux yeux. Ça va 5 minutes le syndrome de l'acteur principal parce que putain, t'as l'impression que YouTube c'est la plateforme de leur mère et que chaque vidéo avec chaque YouTubeur c'est leurs employés quoi. Non, toi tu fais pas ça, tu fais ça comme ça plutôt. Bon, heureusement que ce sont que vraiment une minorité, je vous assure, il y en a pas des masses, hein, franchement. C'est juste qu'ils sont assez virulents, mais il y en a vraiment très peu et je vous remercie essentiellement pour les bons messages. C'est vraiment important de laisser des bons messages sur les commentaires, je vous assure, parce que sur 10 commentaires, je peux en avoir 9 qui sont génialissimes et un qui me défonce la gueule, je peux vous garantir qu'on retiendra bien celui-là. Donc franchement, que ça soit pas forcément pour moi, mais pour n'importe quel youtubeur que vous soutenez, n'hésitez pas à poster en commentaire, vraiment l'encourager, etc. Parce que, mine de rien, c'est son métier et si vous avez des vidéos, faut pas le décourager, tu vois. Si le mec, il est démoralisé parce qu'il se prend masse insulte ou je sais pas quoi, il fait plus de vidéos, ça pénalise au final les bonnes personnes qui voulaient regarder le contenu. Ça serait dommage. Donc voilà, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à cette question-là. La Corée du Sud va-t-elle vraiment disparaître? Alors il est vrai que j'annonce à chaque fois un chiffre qui est assez inquiétant sur pas mal de vidéos, c'est 0,72. Voilà, vous commencez à le connaître ce chiffre, c'est 0,72 enfants par femme en 2023. Donc pour vous donner une petite idée, en fait il faut 2,1 enfants par femme pour qu'une population soit stable. Donc la Corée à 0,72, forcément c'est 3 fois moins que ce qu'il faudrait. Alors, est-ce que du coup on exagère? Est-ce vraiment la fin de la Corée du Sud? Ou est-ce que, comme l'a dit dans le commentaire, que j'ai raccourci mais qui était bien plus long que ça, c'est juste en fait une phase, un cycle, et ça finira forcément à un moment donné par se rééquilibrer. Vous savez, quand je fais des vidéos, que ça soit sur l'alcoolisme, le travail, etc., je fais beaucoup de recherches. J'épluche des données officielles, j'épluche aussi essentiellement des données de l'OCDE. C'est l'OCDE ma source principale, le FMI également. Et pour des stats un peu plus cachées, c'est des stats universitaires généralement. Et pour répondre spécifiquement à cette question, est-ce que ça va vraiment disparaître ou non? Eh bien, c'est, je pense, à la fois pire et mieux à la fois que ce qu'on pense. Laissez-moi vous expliquer. Moi, j'aime bien comparer avec le passé à chaque fois pour mettre en évidence des chiffres présents. En 1960, les femmes coréennes, elles avaient 6 enfants. En moyenne, 6. Aujourd'hui, 0,72. Donc, une chute vertigineuse qui s'est faite en seulement 60 ans. À contre-exemple, aux États-Unis, il a fallu 170 ans pour passer sous le seuil de remplacement. La Corée, elle l'a fait 3 fois plus vite. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Si je prends des datas par exemple de 1970, on nous dit qu'il y avait plus d'1 million de naissances par an en Corée du Sud. Et en 2023, c'est 235 039. Donc on a divisé par 4. La population, elle a atteint son pic en 2020 avec 51,84 millions d'habitants et depuis, elle est en baisse. Et en 2023, il y a eu 122 800 décès de plus que de naissances. C'est la réalité, voilà. Il y a plus de gens qui meurent que de gens qui naissent. Et là encore, on te parle de la Corée, c'est-à-dire de manière générale le pays. Tu prends juste Séoul, la capitale, là c'est encore pire, c'est 0,5 je crois, 0,50, 0,55 par femme. C'est la moitié d'un enfant. Alors attention, je vais vous donner les projections de l'Institut coréen pour le futur de la Corée du Sud. Donc c'est pas moi qui l'invente, d'accord? Arrêtez de me dire t'es trop pessimiste, je sais pas quoi. C'est leur institut officiel qui annonce ça. Le scénario moyen, on va dire, c'est que la population, elle va chuter à 36 millions d'habitants d'ici 2072, qui fait à peu près une baisse de 30% grosso merdo. Le scénario super pessimiste, catastrophique même, la population pourrait tomber à 7,5 millions d'habitants d'ici 2125. Donc dans 100 ans, c'est une perte de 85%. L'âge médian, lui, il va passer de 44 ans à 56 d'ici 2044. Et d'ici 2067, ce qui est pas non plus très loin, quoi, et bien presque la moitié de la population aura plus de 65 ans. La moitié. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui fait que voilà, la Corée, c'est un pays vieillissant, c'est un pays mourant. Ensuite, on va parler du coût de l'éducation. Alors ça, c'est plus pour répondre peut-être à la question pourquoi on évite à faire des gamins en Corée du Sud. Vous connaissez sûrement maintenant les Hagwon, la feuille des Hagwon, ces académies coréennes qui vous permettent de faire des cours après les vrais cours, donc des académies privées, de soutien scolaire. Le coût moyen d'une Hagwon, c'est 410 000 won à peu près, donc 360 $ par mois, hein, et 78% des élèves y vont. D'accord, c'est pas quelque chose genre oui mais c'est optionnel, c'est LV4, je sais pas quoi. Non, la majorité des Coréens font ça, quoi. C'est vraiment pas une option, c'est la norme. Donc au total, l'ensemble des familles coréennes par an dépensent plus de 22 milliards de dollars juste dans l'éducation privée. Et ça, c'est l'éducation privée bas de gamme, enfin moyenne, quoi. Parce que tu as des éducations privées aussi, des Hagwon premium, élite, ce que tu veux. Là, on est dans des tranches, c'est 3 000 $ par mois, c'est des trucs, et des Sky Castle, des trucs comme ça. Tu vois vraiment le délire. Donc une famille qui a 2 enfants au lycée, bah, elle dépense environ 28% de son revenu juste pour l'éducation privée, pour les Hagwon. Presque un tiers du budget familial. Donc est-ce que vous comprenez un petit peu le calcul des parents dans cette histoire? En gros, ils se disent, bon, si j'ai un enfant, j'ai intérêt à bien gagner ma vie, mais je peux quand même essayer de lui apporter la meilleure éducation possible. Maintenant, si j'ai 2 enfants, voire plus, bah, ils seront clairement désavantagés. Je suis pas Crésus, je n'ai pas les moyens d'assurer ça. Et ça, je le précise parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont pété les couilles avec ce que j'ai pu dire dans la dernière vidéo où je disais, en gros, si vous n'avez pas les moyens, faites pas d'enfants. Mais si, ne l'écoutez pas, il faut faire des enfants, il faut se reproduire, c'est important. En disant, en prônant même, mais on verra au moment, voilà, on verra sur place, on verra comment ça se passera. Mais qu'est-ce que c'est que cette irresponsabilité? Et vous comparez toujours avec vos parents, avec, voilà, mais nos parents, ils ont fait comme ça, ils en sont très bien sortis, mais c'était pas du tout la même économie, la même société, ça n'avait rien à voir. Tes putains de parents, tes grands-parents, ils ont connu les 30 glorieuses, je veux dire, ça n'a rien à voir. Voilà, faut pas comparer avec la génération d'antan. Ce n'est pas la même chose. Donc je persiste et je signe, si tu n'as pas les économies, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas de quoi assurer un gamin, ne fais pas de gamin, d'accord? Tu vas simplement le foutre dans la merde, ton gamin. Et tu vas toi aussi te foutre dans la merde accessoirement. Ensuite, on a le logement. Bon, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là également, hein, plus long format. Mais pour résumer, les prix à Séoul ont clairement doublé en l'espace de 5 ans. On est passé de 607 millions de won en 2017 à 1,2 milliard en 2022. Ça fait donc une moyenne de 1 million de dollars US hein, par appartement. Donc autant te dire qu'acheter un appart ici, c'est juste pas possible, sans endettement. C'est juste pas possible. Et le ratio prix-revenu à Séoul, il est de 15,2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait économiser tout un salaire. C'est-à-dire que tu ne dépenses rien de ton salaire que tu gagnes. Tu ne vis pas. Et ça pendant 15 ans, donc sans rien dépenser, sans acheter de la nourriture, pas de vêtements, rien, pour pouvoir t'acheter un logement. Et au niveau national, une maison, ça coûte 10 fois le revenu moyen. Voilà, 10 fois. Et vous savez combien coûte un logement dans un mariage coréen? C'est 81% du coût total du mariage, juste pour le logement. Ensuite, un autre point, on a la culture du travail. Ça aussi, j'ai fait une énorme vidéo à ce sujet-là. Donc voilà, les Coréens qui font 1915 heures de taf
par an, c'est environ 200 heures de plus que la moyenne de l'OCDE. Bien plus que l'Allemagne, bien plus que le Japon. Tout le temps on compare aussi avec le Japon. Oui, mais le Japon c'est pareil, ils font aussi travail dur et tout. La Corée c'est bien plus. Voilà. Si t'as envie de jouer à qui c'est qui a la plus grosse là-dessus, bah voilà, je suis désolé, la Corée défonce le Japon sur ça. Voilà. Pas une fierté, mais voilà. Je fais toute une vidéo qui vous explique ça vraiment en détail, n'hésitez surtout pas à la regarder. Un point que je n'ai jamais abordé, c'est l'inégalité homme-femme. Là, la Corée du Sud se classe vraiment dans les pays les pires de l'OCDE. Là, j'ai besoin de lever ma veste parce que commence à faire chaud ici. L'écart salarial homme-femme en Corée, il est de 31%. Il y a 21% de femmes dans des postes de direction et 5% de femmes dans des postes exécutifs. Mais le pire, et c'est ce que révèle une étude du MIT, est-ce que vous savez ce qui expliquerait tout cet écart homme-femme en Corée du Sud? Eh bien, c'est la maternité. Les femmes mariées sans enfants, elles travaillent autant que les hommes. Mais dès le premier enfant, boum, le taux d'emploi chute de 35 points. Et parmi celles qui reprennent le travail après le congé maternité, eh bien, 1 sur 5 démissionne dans l'année. Et les femmes coréennes hautement diplômées, parce que oui, elles ont le taux de diplôme supérieur le plus élevé de l'OCDE, eh bien, elles devront choisir carrière ou enfant. Mais les deux, c'est quasiment impossible. Et là, je sais, vous allez forcément me trouver quelqu'un qui a réussi à faire sa vie de carriériste plus avoir un enfant. Ça n'invalide pas une statistique, malheureusement, c'est comme ça. Après, il y a une statistique aussi qui est assez effrayante, c'est le coût du mariage. Et moi, elle me fait très peur cette statistique parce que je vais y passer dans quelques mois. Parce que oui, avant d'avoir des enfants en Corée du Sud, il faut se marier. Voilà, c'est comme ça. Et le coût d'un mariage en 2024, en moyenne, hein, je le dis bien en moyenne, c'est environ 200 000 $. Je dis en moyenne parce qu'il y en a qui vont encore me sortir. Mais moi, je me suis marié, j'en ai eu que pour 30 millions de won, c'était sympa, on a eu un petit buffet et tout. En moyenne. Donc la moyenne, c'est 6 fois le salaire annuel d'un salarié trentenaire. 6 fois. Donc forcément, avec ce genre de statistiques, résultat des courses, tu as seulement 36% des jeunes qui ont une vision positive du mariage. Et 43% des 20-49 ans qui n'ont aucune intention d'avoir des enfants. Chez les femmes, ce chiffre monte même jusqu'à 53%. Ensuite, on a le système de retraite qui risque d'exploser, tout simplement. Le Fonds national de pension coréen. Là, actuellement, il détient 1147 billions de won, ce qui fait à peu près 869 millions de dollars. Et il va atteindre son maximum en 2039. Ce qui veut dire qu'après 2039, eh bien, les caisses vont commencer à se vider. Et ça sera complètement épuisé en 2054, entre 2054 et 2057. Et ça, c'est l'Institut coréen de développement qui le dit. C'est pas Bibi, d'accord, c'est des statistiques officielles. Donc pour éviter ça, ce qu'il faudrait faire, c'est passer les cotisations actuelles qui sont aux alentours de 9%, il me semble, à hauteur de 35%. Tripler les cotisations retraite. Et d'ici 2072, eh bien les déficits accumulés de retraite atteindront 2900 billions de won, ce qui représente 60% du PIB. Ça fait peur quand même. Bon, 2072, je ne serai plus là, je pense, mais quand même. Et sans parler du futur, déjà aujourd'hui en 2025, on a 40% des plus de 65 ans qui sont sous le seuil de pauvreté en Corée du Sud, qui est au final le taux le plus élevé de l'OCDE. Ensuite, on a l'explosion des coûts de santé. Ça, c'est aussi une autre affaire. Les dépenses de santé sont passées de 55 milliards de dollars en 2010 à 92 milliards en 2019. En gros, nous avons une croissance de 8% par an, ce qui représente à peu près le double de la moyenne de l'OCDE. Et les plus de 60 ans représentent plus de la moitié, 51%, des dépenses de retraite. Donc selon les estimations, d'ici 2065, eh bien, les dépenses de santé devraient atteindre 15% du PIB contre 9,7% en 2022. Après, nous avons la pénurie de main-d'œuvre. Alors ça, j'ai fait 2 vidéos sur l'immigration qui ont explosé dans le sens, c'est la guerre nucléaire dans les commentaires, qui t'explique tout simplement que la population en âge de travailler va passer de 36,5 millions aujourd'hui à 27 millions en 2044. Donc on perd 9,4 millions de travailleurs, un quart de la force du travail. Et quand tu vois les commentaires sur la dernière vidéo, en gros, parce qu'ils voulaient pas d'immigration, en gros. Et les gars, ils sont prêts à avoir des robots, à se dire non mais prenez des robots, c'est bien mieux parce qu'au moins ça remplacera la pénibilité. Et comme ça au moins vous ne perdrez pas votre culture. Vous ne perdrez pas votre culture. Mais tu te rends compte un peu le raisonnement de merde. Les gens sont prêts à avoir des robots pour ne pas perdre la culture du pays. Mais tu crois que quoi, qu'un robot Samsung, c'est lui qui va perpétuer la culture coréenne une fois qu'il n'y aura plus d'humains? C'est Terminator que tu veux, c'est ce monde-là que tu veux en fait. Le jour où il n'y aura plus d'êtres humains, parce que à un moment donné c'est ce qui va arriver, hein, si clairement on fait rien, c'est ce qui va arriver. Il n'y aura que des robots. Tu m'expliques comment en fait la culture coréenne va pouvoir rayonner? Explique-moi. Moi je suis tout oui. Donc d'ici 2033, il y aura une pénurie de travailleurs aux alentours de 800 000 personnes. Ça dans tous les secteurs, hein, manufacturiers, services sociaux, le commerce, partout.
Aussi, il y a un problème de croissance économique en Corée. Le taux de croissance du pays est passé de 7% dans les années 90 à 2,2% aujourd'hui. La Banque de Corée elle-même explique que l'économie pourrait commencer à se contracter dès 2041 dans le pire scénario, vraiment le pire du pire. Mais 2047 dans un scénario, on va dire, un peu plus neutre. L'Institut coréen de développement prévoit une croissance de seulement 0,7% dans les années 2030 et 0,1% dans les années 2040. Donc, on peut dire pratiquement zéro, quoi, rien du tout. Et là, le premier trimestre 2025, donc de cette année, il y a eu une contraction de moins 0,246%. Donc la pire performance parmi 19 grandes économies mondiales. Aussi, nous avons le problème de l'école. 22 écoles qui ferment en 2023. Voilà le chiffre. 33 en 2024. Et 49 prévus pour cette année en 2025. Et ça, c'est 88% dans des zones rurales. On parle de Séoul, mais dans certaines provinces de Corée du Sud, 42 écoles primaires n'ont aucune nouvelle inscription. Zéro. Le nombre d'élèves, lui, va passer sous la barre des 5 millions d'ici 2026. Et les inscriptions en première année, elles vont passer de 430 000 élèves en 2023 à 220 000 en 2033. La moitié, et même l'armée est touchée, avec des enrôlements qui vont passer de 260 000 à 190 000. Donc pour finir, voici un petit peu la donnée qui fait mal au cul, hein, faut se le dire, hein, parce que moi je peux vous garantir que tout ce que je viens de vous citer là, ça me fait mal. Hein. C'est... J'aime la Corée. Je suis obligé de le dire parce que on pourrait croire que c'est pas le cas. C'est qu'aucun pays dans le monde qui est tombé en dessous du seuil de remplacement n'est jamais revenu au-dessus de 2,1 enfants par femme. Ça n'existe pas. Jamais dans l'histoire, c'est arrivé. Voilà. D'où l'argument avancé au sujet de l'immigration sur les 2 dernières vidéos. Alors moi, que j'ai traité de manière très factuelle, très statistique, très économique et démographique. Je suis pas là pour parler de racialisme ou je sais pas quoi. Franchement, gardez ça pour vous, j'en ai rien à foutre. Est-ce que l'immigration en Corée du Sud pourrait aider? Alors, en théorie, oui. Mais la Corée compte seulement 5,2% de résidents étrangers, qui sont essentiellement des Chinois, des Vietnamiens, des Cambodgiens. Et 68% de ces 5% ont déjà subi des discriminations raciales. Il suffit de voir la gueule de mes commentaires pour s'en rendre compte. Hein. Et rien que le fait que je dise ça, je suis considéré comme une gauchiasse, hein, pour vous dire. Pour que ce système d'immigration marche vraiment, il faudrait qu'on soit à 20-30% d'immigration dans le pays. Qui n'arrivera jamais. Ça provoquerait un changement culturel beaucoup trop important. Donc après, est-ce que vraiment l'IA et les robots peuvent sauver la situation? Nous avons le gouvernement coréen qui veut 1 million de robots d'ici 2030. Et je sais pas si vous savez cette donnée, mais la Corée du Sud a le taux de robots le plus élevé au monde, avec 1000 robots pour 10 000 travailleurs. Alors une étude du FMI en effet va dans ce sens-là, en disant que l'IA pourrait compenser la moitié des pertes de production dues au vieillissement, à tout ce que je vous ai dit précédemment. Mais attention, ça veut dire que là, on rentre dans un scénario où vraiment l'IA va tout rafler. Ça veut dire des millions et des millions et des millions d'emplois perdus qui vont même pas être perdus, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître. Et ça, vous imaginez bien que ça va causer d'autres problèmes. Alors pour répondre à la question du commentaire qui parlait de suicide économique, il n'y a aucun économiste ou démographe sérieux qui utiliserait le terme suicide économique. Ce qu'ils disent plutôt vraiment, c'est urgence nationale, crise démographique ou fusion démographique. C'est quelque chose quand même de sérieux, hein, pas prendre ça à la légère, mais c'est plus mesuré tout en restant alarmant. Donc à mon sens, le scénario le plus réaliste qui va se passer pour la Corée du Sud dans les 100 prochaines années, c'est que la population va décliner de 35 à 40 millions d'habitants, l'économie va clairement ralentir mais pas s'effondrer, avec une croissance de 1-2% au lieu de 5-7. Je pense que la Corée du Sud va aborder une politique d'immigration bien plus massive, avec aussi plus de robots, plus d'égalité homme-femme et une révolution sur la culture du travail. Parce que tout ce que je vous ai expliqué déjà sur la culture du travail en Corée du Sud, ça va forcément disparaître avec les nouvelles générations. Voilà, c'est comme ça. C'est pas la fin du monde, c'est juste une transformation massive et nationale. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire. Je lis tout ça et je vois s'il y a moyen d'en faire une vidéo comme celle-ci où je vous réponds directement en commentaire. J'espère en tout cas que vous avez compris le pourquoi on s'alarme à chaque fois en disant que la Corée du Sud va disparaître dans 100 ans. C'est à cause de tous ces problèmes-là. Voilà, donc si quelqu'un un jour vous demande « Mais pourquoi tu dis ça sur la Corée? C'est pas vrai, pourtant moi j'adore Gangnam Style », eh bien tu pourras lui envoyer cette vidéo pour lui expliquer. Mais là, la personne va se rendre compte que c'est Togen qui parle, donc forcément, non mais il est pessimiste, il voit trop les choses en noir. Écoutez, hein, je vous laisse dans votre monde de oui-oui avec plaisir. Surtout, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.